Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal. Saïdal, science et santé. Stéthoscope. Stéthoscope. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans votre émission Stéthoscope réalisée par Hind Jenhiya. Célia Labou pour vous accompagner au micro. L'actualité sur laquelle le monde focalise, vous le savez, au plan sanitaire reste le Covid-19, une pandémie mondiale qui continue à susciter beaucoup d'inquiétudes, qui a imposé un certain nombre de mesures strictes, vous le savez, de confinement. De par le monde, l'Algérie, elle, renforce de plus en plus, au fur et à mesure, ses règles et principes de précaution et de confinement, un confinement partiel qui a été, vous le savez, prolongé au 13 juin, vu le nombre de cas non négligeables de contamination, de morts et contagions qui nous interpellent tous, mais aussi le déconfinement de 4 wilayas du pays où la situation est jugée plus ou moins stable. Il s'agit de Saïda, Ilizi, Tindouf et Taman Rasset. Le bilan des dernières 24 heures du coronavirus fait état de 137 nouveaux cas positifs, 8 décès et 145 guéris, pour le nombre donc qui reste élevé, il faut le dire, malgré l'insistance des pouvoirs publics sur le respect des règles et l'esprit même du confinement. Nous reviendrons donc sur ces règles de confinement, sur justement le pourquoi du report ou le pourquoi du prolongement du confinement partiel dans le pays, le déconfinement de certaines wilayas. Nous reviendrons également sur l'utilisation de la chloroquine qui a été quand même il y a eu des divergences sur cette utilisation dans le monde. Chez nous c'est une autre paire de manches puisqu'on continue à l'utiliser. Nous reviendrons sur toutes ces questions et bien d'autres avec nos invités. Je reçois en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3 professeur Rida Mahyaoui qui est chef de Riyad, oui. Pourtant mon fils s'appelle Riyad. Riyad Mahyaoui, professeur, chef de service justement service réanimation au CNMS d'Alger, voilà, et membre du comité scientifique du coronavirus. Professeur, bonjour. Bonjour Célia et merci d'être avec nous. Bonjour à tous les auditeurs. Il rappelle toujours et il répond toujours présent, professeur Mahyaoui. Avec nous également dans les studios, monsieur Alem justement Kamel, qui est secrétaire général de l'association de protection du consommateur Amen, puisqu'il s'agit aujourd'hui aussi de parler de la protection du consommateur. Merci d'être avec nous, merci d'accepter notre invitation pour toutes vos questions, mesdames, messieurs. Le 021 48 15 15, vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de l'émission Stéthoscope. Stéthoscope, l'émission qui prendra votre pouls, l'émission à l'écoute de votre santé. Dix heures 8 minutes sur Alger Chaîne 3 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous parlons ce matin, et oui, encore une fois, du coronavirus. Le bilan des dernières 24 heures fait état de 137 nouveaux cas, 8 décès et 145 guéris. Vous savez qu'il y a eu prolongement du confinement partiel au 13 juin, vu le nombre de décès. On reviendra sur le pourquoi de la situation
situation, puisque les spécialistes ici présents sont avec nous, mais le déconfinement en même temps de 4 wilayas du pays. Il s'agit de Saïda, Ilizi, Tindouf et Tamanrasset. Pourquoi ces changements? Quels sont les paramètres qui rentrent en considération et qui imposent un petit peu cet état de fait? Nous avons avec nous en direct professeur Mahiaoui et monsieur Alem qui répondront à ces questions. Je commencerai par professeur Mahiaoui. Par rapport, alors il y a eu la décision de prolonger un petit peu le confinement, alors qu'on parlait de déconfinement à un certain moment, de port de masque, etc., de renforcement de ces mesures de confinement. Et là, il s'agissait, dans les pays étrangers, on parlait de déconfinement, c'est le déconfinement pour certains pays. Nous, on se rétracte un petit peu sur ça. Pourquoi, professeur? Bonjour Célia, ne soyez pas déçus, c'est des mesures qui viennent répondre à une actualité, à une statistique, et effectivement on ne peut pas faire un déconfinement comme ça juste pour déconfiner. Il faudra quand même bien étudier la question. Il y a des critères bien précis, il y a des décisions au niveau wilayat qui sont bien établies. Effectivement, la levée du confinement dans ces wilayas-là obéit à une règle précise. Effectivement, dans ces wilayas qui n'ont pas enregistré beaucoup de cas ces jours-ci, voire 0 cas, les situations épidémiologiques sont assez bien respectées, les règles de confinement, de distanciation et de protection très bien confirmées. La contagiosité dans ces wilayas est inférieure à 1. Donc, il n'est pas question, je pense que c'est raisonnable de ne pas étouffer ces wilayas puisque tous les paramètres positifs sont réunis pour pouvoir déconfiner. L'allègement dans certains wilayas, autant que ces wilayas doivent prendre exemple sur les wilayas dont le confinement a été levé pour éventuellement arriver à cette performance et arriver à donner des chiffres qui sont pas alarmants et dans la contagiosité et la propagation des virus est pratiquement maîtrisée. Là, on peut parler de déconfinement. Oui, et pour le confinement prolongé dans les wilayas que nous connaissons tous, la plupart des wilayas, c'est sur insistance aussi du comité scientifique. Hein. Les experts et les médecins ont toujours un petit peu mis en avant justement le fait qu'il fallait passer par ce confinement le maximum pour éviter justement la contagion qui est parfois irréversible dans certaines situations. Effectivement, diminuer la contagiosité, diminuer la circulation des virus, diminue le nombre de cas et à la fin diminue le nombre de décès, obéit à toutes ces règles dont vous avez parlé. Si on voit que dans un wilaya toutes les conditions de déconfinement sont réunies, pourquoi pas pour relancer la vie sociale, la vie économique, parce que tout le monde sait très bien que cette pandémie... Ça retentit quand même sur l'économie du pays, sur l'économie du pays, individuelle, des petits artisans, des petits travailleurs qui travaillent à la journée. Donc pourquoi ne pas sortir rapidement, appliquer les mêmes mesures que dans ces wilayas pour essayer de sortir rapidement? Pensez-vous donc que ce prolongement du confinement au 13 juin intervient suite au non-respect justement de toutes ces règles ou Effectivement, on a vu, la situation est maîtrisée, les autorités du pays ont fait du pouvoir, ont fait du travail, vous les journalistes, les associations, les médecins, les comités scientifiques, le secteur de la santé en général, ils ont fait un travail phénoménal. On a gagné quelque chose, on a maîtrisé la pandémie, on a diminué le nombre de décès, diminué le nombre d'hospitalisations et on a senti que la situation, elle était proche de la sortie de crise. Est venu le mois de Ramadan Karim où on a remarqué quand même qu'il y avait un relâchement et qu'on le dise, il faut être franc dans la vie. On a remonté les chiffres. Et au vu de cela, on a resserré un peu l'obligation du port du masque, etc. Ouais. Et certains trucs où ils sont obligés de resserrer un peu les recommandations et les obligations de faire certains gestes pour essayer d'endiguer. Il n'est pas question qu'on cède un pas, le comité scientifique et les pouvoirs, de céder à ce relâchement pour essayer de ne pas encore une fois aggraver, avoir des chiffres faramineux dans le bilan des journées.
Voilà, avec nous également le secrétaire général de l'association de protection du consommateur, M. Alain Kamel, qui est avec nous en direct. Alors, protéger le consommateur, c'est protéger aussi le consommateur de tous ces maux qui nous guettent. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le Covid-19. Alors, je suppose que toutes ces associations aujourd'hui ont un rôle à jouer, justement, dans ce sens, et pour un petit peu sensibiliser le citoyen algérien, puisque il faut se rapprocher de ce citoyen pour lui expliquer peut-être que, par exemple, les petits gestes, les gestes barrières, le respect des règles et de l'esprit même du confinement. C'est-à-dire quand on demande à quelqu'un d'être confiné, de ne pas sortir, sauf s'il y a eu obligation de le faire, il faut respecter. On voit toujours des gamins qui sont dehors, malgré les horaires de confinement qui sont donc précis, ne pas dépasser 17 heures. Eh bien, ça nous arrive de voir des enfants dehors en train de se balader ou de jouer dans le quartier. On se dit, c'est dans le quartier, ça ne dépasse pas. Justement, ils sont pas sur l'autoroute ou sur la route ou sur je ne sais pas où, mais bon, ils sont là devant leur immeuble à jouer, à discuter, à se réunir, et c'est là où est le danger en fait, parce qu'on a l'impression que c'est pas parce qu'on est à côté de son immeuble qu'on ne peut pas être contaminé. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Alem? Tout d'abord, bonjour Azul, et permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. De toute façon, c'était aussi une émission de sensibilisation. Nous avons été dès le départ partenaires des pouvoirs publics en termes de sensibilisation, ministère du Commerce notamment. Nous les avons accompagnés, nous avons fait un programme spécifique à nous, mais nous avons également participé au programme initié par le ministère du Commerce, donc en matière de sensibilisation, de proximité avec les citoyens. Nous avons visité les grands marchés, nous avons distribué des flyers, expliqué, rappelé les normes. Il ne s'agit pas de mode de consommation, mais de sécurité sanitaire et à taux morbidité très élevé. Donc c'est une crise sanitaire majeure et à risque de mortalité. C'est ce que nous rappelons. Permettez-moi également de rebondir sur votre question initiale. Nous avons toujours un esprit contradicteur, les Algériens. On aime beaucoup critiquer, mais la dernière décision n'était pas une décision politique, mais elle est plutôt d'essence sanitaire. C'est une instance d'abord médicale sanitaire qui l'a prise. Et puis, quelle que soit la décision qu'on prend, dans tous les pays du monde, on a tendance à critiquer. Quand on fasse A ou B, il y a toujours contradiction dans toute décision. Mais je tiens à rappeler que l'Algérie, c'est presque un pays continent. C'est le premier continent, le premier par sa superficie en Afrique, et que dans le nord il y a, et en termes de contagiosité, etc., de contagion notamment, il y a ce risque de concentration humaine, de densité de population, et que les wilayas où il y a eu libération, où il y a eu amendement des dispositions sanitaires, c'est des wilayas où le taux de concentration humaine est moins élevé, et où il y a eu bien entendu une analyse risque, on a vu. Et donc, c'est aussi un exemple à suivre pour les autres wilayas. Il faut le rappeler. Ça veut dire que quand il y a amélioration des conditions sanitaires, quand l'instance médicale remarque qu'il y a une évolution positive, et il n'y a pas que la contagiosité qui est, je pense, en jeu. Il y a aussi tout le système d'accueil sanitaire, c'est-à-dire s'il y a des places libres, s'il n'y a pas, on va dire, engorgement ou autre. Donc, si l'évolution est positive, pourquoi pas? Et c'est un exemple. Maintenant, c'est la question, donc, il s'agit surtout pour les enfants qui jouent à l'extérieur, pour revenir à votre question. Des enfants ou des jeunes, qui se regroupent. Il y a toujours des regroupements, il faut le dire. Et quand vous le dites regroupement, dans regroupement, il y a risque de ne pas respecter la distanciation. C'est ça surtout. Mais en majorité, il faut quand même saluer le civisme et la discipline de la population, parce que ces quelques jeunes ne représentent pas l'ensemble des jeunes, fort heureusement. Donc dans la majorité, c'est ce que nous avons observé. Il y a toujours quelques regroupements. On ne peut pas avoir une discipline à 100%. D'ailleurs, même les services de sécurité l'ont constaté, nous-mêmes nous l'avons constaté. C'est des petits, c'est des chouïas un peu partout, mais qui n'ont pas d'incidence majeure,
fort heureusement, sur la contagion On n'en de sait cette rien, épidémie. hein, Monsieur Alem. Vous savez que quand on ne sait pas en fait, parce qu'il y a des porteurs sains qui portent le virus en eux et il y a pas ils sont asymptomatiques, hein, professeur, n'est-ce pas? Effectivement, je rebondis sur ça. Et moi, quand je vois dans un groupe où il y a même 9 porteurs de masque, Voilà. s'il y a un seul qui porte pas de masque, j'ai peur. Juste pour rappeler que le R0, c'est-à-dire le risque de contagiosité, il y a 3 règles. La probabilité de transmission, quand vous dites, on le sait pas. Ouais, on sait pas. Le taux de contact, on le sait pas. Il y a Ouais. des groupes de 8, 9. Et la durée de la contagion. Et le seul élément qui peut briser ces 3 facteurs pour diminuer, c'est le confinement. Oui. Il n'y a pas autre chose. Oui, et quand on sait aussi que quand on émet des gouttelettes, quand on éternue par exemple, vous savez qu'on émet 40 000 gouttelettes sur une distance de 6 mètres. C'est vous dire un petit peu, la contagion est très forte. Hein, dans ce type de virus, et on peut pas savoir, on se dit c'est pas grave, c'est un petit groupe, ils n'ont pas le virus, mais on n'en sait rien en fait, hein, parce que comme disait J'allais terminer en disant que ces wilayas où il y a des regroupements, oui. peut-être que les cas positifs qui persistent quotidiens sont dus justement à ce manque de civisme. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a l'exemple à suivre des wilayas. Ouais. Des wilayas. Et là où on observe des regroupements par-ci par-là, je dis que peut-être c'est pas grave. Mais si c'était grave, comme vous le rappelez tous les deux, alors il faut rappeler aux auditeurs que c'est pour cela que le confinement persiste chez eux. Donc il y a matière à réfléchir et dire pourquoi des wilayas sont en train de progresser et pas d'autres. Voilà. Pourquoi déconfiner à Ilizi, à Saïda, à Tindouf et Tamanrasset et pas à Alger, à Tizi Ouzou, etc. Pourquoi ne pas, quand il s'agit, il disait quelque chose d'intéressant, Riyad Mahiaoui, professeur, chef de service réanimation CNMS et membre du comité scientifique. La dernière fois, il était avec nous. Je préfère être confiné que mourir. Eh ben oui, voilà. On préfère être confiné que mourir. Être confiné auprès de sa famille, ses enfants, sa femme, à la maison, se rapprocher un peu de la famille. Moi, je pense que ça vaut le coup, hein. Et peut-être on découvre autre chose, hein. On se rapproche un petit peu de sa famille. On connaît mieux ses enfants, son conjoint, et puis il y a une blague qui disait tiens, ma femme finalement elle est sympa. Ben oui, parce que peut-être qu'il n'a pas eu l'habitude de discuter beaucoup avec sa femme, son conjoint. Quand on parle au plan psychologique, ça peut rapprocher comme ça peut éloigner, mais bon, moi je pense que, comme disait professeur Mahiaoui, éviter le risque justement et d'être confiné, c'est une bonne chose. Ça ne peut être qu'une bonne chose pour tout ça. Nous allons prendre un appel justement de Neila qui nous Leïla qui nous appelle de Mohammedia. Leïla, bonjour. Bonjour, vous allez bien, Sahaïdkoum? Sahaïdak Leïla, comment allez-vous? Ça va? Ça va, alhamdoulilah, madame. Très bien, vous êtes en direct, posez votre question. Alors, c'est pas une question, c'est surtout une proposition. Oui, allez-y. Alors, j'aimerais bien qu'au niveau, par exemple, des villes, là où la contagiosité est importante, qu'ils disent ou qu'ils divulguent carrément le nom des communes où il y a une contagiosité importante. Ils imposent le confinement total pour les communes où il y a la contagiosité la plus importante. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, s'il y a respect du confinement oui. et que la contagiosité dans certaines communes n'est pas très importante, on peut laisser les gens vaquer à leurs occupations. Oui, mais pour les communes où il y a par exemple beaucoup de marchés, beaucoup de promiscuité, il vaut mieux imposer le confinement total pour limiter carrément la propagation du virus. Mais il y a la circulation aussi, il y a des personnes. Voilà. Il y a la circulation. Et quand on va divulguer le nom des communes, même les gens ne vont pas oser à rentrer que les communes où il y a beaucoup de virus, où le virus circule beaucoup. Merci beaucoup, Leïla, pour votre question. Nous répondrons à votre question dans un petit moment avec nos spécialistes ici présents. Nous allons prendre un autre appel de Lilia qui nous appelle d'Alger. Lilia, bonjour. Allô? Bonjour, Lilia. Oui, bonjour madame. Aïdkoum Moubarak.
Aïd Mubarak à vous aussi. Je vous remercie, madame, parce que ça ne veut pas dire que vos collègues ils n'ont pas bien entamé le sujet, mais sincèrement, vous avez bien, c'est-à-dire vous avez parlé sur des points que moi, à chaque fois j'appelle la chaîne 3, à chaque fois je leur dis, même si vous faites le confinement à 17h, avant 17h, il y a des gens qui sortent. Il y a un contact énorme dans les marchés. Sincèrement, après 17h, vous croyez que le corona il va sortir après 17h? C'est toute la journée. Les gens ils respectent pas. Mais moi je vais pas. Moi, mes parents qui sont confinés depuis des mois, ils vont pas payer pour les gens qui respectent pas. Moi, sincèrement, j'ai un truc à proposer. C'est tout le monde travaille parce que ceux qui, c'est-à-dire ça les dérange pas, ils sont payés chaque mois. Parlant des employés étatiques, ils savent que chaque mois ils ont un salaire. Alors, confinés ou pas, travailler ou pas, ça les arrange. Mais les commerçants comme nous, et qu'on paye des loyers, et on essaye de décrocher des marches et de travailler, et là, ça fait plus de 3 mois qu'on travaille pas. Moi, je parle de mon activité, par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lilia? Je suis dans la communication. Oui. Alors, je vous cache pas, Yanni, ça veut pas dire que je suis... ça fait vrai plus d'une année, depuis 2019 déjà, que ça n'allait pas. Depuis que le Hirak, déjà, on était bloqué. Et après, maintenant, c'est l'épidémie et le confinement, et je vois les gens, ils sortent. Si vous leur dites, allez travailler, je vous assure, je parle des gens qui ont leur salaire chaque mois, si vous leur dites, vous allez travailler, ça y est, plus de salaire gratuitement, ils vont dire, non, c'est le corona, il faut qu'on reste à la maison. Je vous assure, moi je les vois et ça me fait mal. Je suis curée quand je vois les gens, ils sortent, le contact dans le marché, non, ni masque, ni rien du tout. Moi, à chaque fois, je m'embrouille quand j'essaie de faire mes courses, avec les gants, avec le masque, et je vois que les gens, ils me collent. Je dis, arrêtez, rentrez 2 par 2 dans les magasins. Oui. Non, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais si vous leur dites, allez travailler, non, après, là, non, oui, il y a le corona. Merci beaucoup, Lilia. Excusez-moi, il n'y a pas de volonté, ni de la part du peuple, ni par exemple, là, j'ai toujours donné cet exemple. Nous, on est malades. On est stressé parce que non, on travaille pas et on voit les gens. Moi, j'habite dans un quartier, je vous assure, que je vois tout le monde sort le soir. Et moi, je suis à la maison. Et ça me fait mal. Oui. J'ai dit, eux, ils ont des autorisations. Ils sortent. Moi, j'ai dit, il faut que je sois confinée, il faut que mes parents, ils seront pas contaminés. Mais les gens, ils sortent. Ils respectent pas. Merci beaucoup. Merci, Lilia. Oui, je sais que vous êtes révoltée un petit peu. Oui. Juste un mot. Par exemple, à l'étranger, ils nous disent, voilà, le confinement de telle date à telle date, mais tout le monde respecte, ils se sont en sortis. Nous, allez, le 13, après encore 15 jours, après 13 jours, mais on est dans le flou. Oui, mais c'est selon l'évolution de la situation, Lilia, oui. Mais quand on voit que le nombre de personnes atteintes, justement, de contamination augmente, l'État ou les pouvoirs publics ou les experts sont obligés d'avoir recours à ce genre de décision, hein. C'est pas comme ça aléatoire, hein. Merci beaucoup, Lilia. Je comprends un petit peu votre colère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commerçants qui travaillent à leur compte et qui sont aujourd'hui à l'arrêt depuis plusieurs mois. C'est vrai que c'est pas toujours facile pour ces personnes. Mais que faire face à cette situation? J'espère qu'on trouvera une solution pour ces personnes. Nous allons prendre un autre appel de Fouzia qui nous appelle de Benaknoun. Fouzia, bonjour. Bonjour. Je suis en ligne, là. Oui, vous êtes en direct, hein, vous êtes en direct. Sahaïdek, Lilia. Madame, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais je vais pousser un cri. Oui, vous avez le droit. Oui, mon mari aussi, nous sommes à risque tous les deux. Nous sommes confinés depuis belle lurette. Oui. On fait appel à notre famille pour nous approvisionner. Oui. Jeudi après-midi, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été faire des courses. Je suis tombée sur une supérette pour ne pas l'assister à la Achour. J'étais suffoquée par ce que j'ai vu. Oui. Il y avait un monde fou. Certains portaient des bavettes, d'autres pas. Les gens étaient collés les uns aux autres. Aucune distanciation. Mm-hmm. La seule chose que je peux dire, ils nous ont donné une goutte de gel avant de rentrer pour se nettoyer les mains. Je trouve ça inadmissible. Mm-hmm. Et c'est même, à mon avis, criminel. Oui. Merci beaucoup, Fouzia. Merci de votre appel. Et oui, elle a raison, hein, Fouzia, de pousser ce cri parce que c'est une réalité sur laquelle on va rebondir dans un petit moment. Nous allons prendre un autre appel de Bachir, qui nous appelle de la wilaya de Béjaïa. Bachir, bonjour. Bonjour, Bachir. Allô? Oui, Bachir, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Sahaïdkoum, d'abord. Sahaïdkoum. Bon, je remercie le Chaîne 3 qui est quand même
un service public par excellence. Oui. Moi, je tiens à émettre mon avis par rapport donc au confinement. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Ah, ok. Donc, je disais que cette question de reporter, de prolonger le confinement, je pense que il y avait nécessité de voir plus profondément, plus sérieusement. Pourquoi? Parce que du fait qu'on oblige les gens de rester à la maison sans avoir les conditions minimales pour respecter ce confinement, sur le terrain, c'est pas évident que les gens vont respecter, puisqu'il y a un problème majeur qui va venir juste après la crise sanitaire, c'est la crise sociale, la crise économique. Les gens qui n'ont pas travaillé trop. Mais on sauve des vies, écoutez, Bachira. Moi, je suis un petit peu aussi, j'interviens, je me permets d'intervenir pour dire que quand on parle du confinement, on veut pas jouer, on est là, on sauve des vies. Imaginez un peu s'il n'y avait pas le confinement, les chiffres auraient été plus importants. Et je pense que professeur Mahiaoui ici présent va aller dans le même sens que moi, Monsieur Alem, parce que on n'a peut-être pas le choix de confiner et de se dire que c'est une protection, c'est arrêter la chaîne de transmission, parce que c'est une urgence. Le coronavirus. Excusez-moi, madame. Oui. Si je parle de ça, c'est pas parce que je ne crois pas au confinement avec ces sanitaires. Non, pas ça sauve. J'étais investi pleinement depuis le 12 mars, donc l'arrêt de la scolarité. J'étais investi sur le terrain, j'ai été aux hôpitaux, j'étais partout donc pour sensibiliser pour donc le confinement, pour la distanciation, pour le respect des mesures, pour la lutte contre le corona. Tout ça, je l'avais fait pleinement, sérieusement, avec conviction. Mais 3 mois après, il faut voir qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui n'est pas réalisable. Réellement, le confinement, il n'est pas respecté. Il y a la loi qui décrète le confinement, mais sur le terrain, il n'est pas respecté. Et voyons les gens, les jeunes, les gens, tous les citoyens, après les heures donc décrétées, donc à savoir après 17 heures, il y a des regroupements, il y a des attroupements, tout fonctionne normalement. Aux yeux et vus de tout le monde. Bon, allez à des mesures... Pas tous quand même, pas tous. Non, pas tous. C'est pas tout le monde qui est dehors après 17 heures. Lorsqu'on dit tous, tous c'est relatif. Il y a toujours... Mais pratiquement, les indisciplinés, un comportement qui est pratiquement semblable à celui d'avant confinement. Voilà, pour un peu schématiser. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui ne respectent pas, il y a toujours des hors-la-loi, on va dire. Mais ce qui va encourager les gens à ne pas respecter le confinement encore, c'est la crise sociale, la crise économique. Les petits métiers qui n'ont pas travaillé depuis 3 mois, il va vous dire, moi je ne peux pas, j'ai respecté le confinement, d'accord, mais je ne peux pas rester sans de quoi manger à la maison. Donc les gens, il va vous dire, à un certain moment, on va arriver à un stade où le citoyen va se dire, écoutez, ce qui est plus grave que le corona, c'est de mourir de faim. Oui, merci beaucoup. Écoutez, c'est pas pour vous interrompre, Bachir, mais on a quand même des appels et il y a le sponsor de Saïdal qui est là. On revient juste après. Leader national du médicament générique. La qualité au cœur de nos préoccupations. Défis et réalisations. Projets en perspective. Votre confiance est notre force. Notre expérience au service de votre santé. Saïdal, science et santé. Et oui, notre partenaire Saïdal, fleuron de la production nationale Saïdal, qui justement a un rôle à jouer dans la prévention puisque elle fabrique justement d'excellents gels hydroalcooliques justement pour l'utiliser pour éviter justement la transmission et la contagion du coronavirus. Nous allons prendre un appel de Anis qui nous appelle de Béjaïa. Anis, bonjour. Allô? Anis, bonjour. Oui, bonjour. C'est l'affaire plutôt. L'affaire, très bien. Voilà. En fait, je voulais juste des précisions. Quand on parle de confinement, oui. Est-ce que c'est un programme d'action ou bien c'est du jour au lendemain, tout est ouvert, il n'y a rien du tout, aucune précaution à prévoir, mosquée ouverte, café ouvert, terrasse, restaurant ouvert, ou bien c'est un processus qui est mis en place progressivement avec des précautions. Ça est d'un. Allô?
Oui, on vous écoute, allez-y. Très bien, merci. En fait, a-t-on eu vraiment un confinement? J'ai l'impression vous parlez du confinement ou du déconfinement quand vous dites que... La première question, c'était relatif au déconfinement. Voilà, parce que vous avez parlé de confinement et quand vous commencez à parler, j'ai compris que c'était le déconfinement. Hein. Voilà. Alors, le déconfinement, je reprécise, est-ce qu'on a un déconfinement, c'est-à-dire que c'est un plan d'action avec des mesures à mettre en place progressivement, oui. Ou bien, c'est-à-dire c'est une ouverture progressive, ou bien c'est du jour au lendemain, tout est ouvert aujourd'hui à Saïda, les terrasses. Non, quand même pas, oui. On va expliquer, oui, on va expliquer. Hein. C'est pas vraiment l'objet de l'émission aujourd'hui parce qu'on parle pas vraiment de déconfinement aujourd'hui, mais c'est pas à l'heure actuelle, franchement. Hein. Mais on va quand même vous répondre. Hein. On va répondre à cette question. Notre point, oui, allez-y. Pour préciser le vocabulaire, a-t-on eu un confinement qui est interdit de sortir? Ou bien juste un couvre-feu où il est interdit de sortir à des heures précises. Si c'est le cas, vous voulez dire quelle est la différence entre confinement et couvre-feu? Tout à fait, puisque la journée tout le monde est dehors, rien ne l'interdit. Oui, mais on a bien précisé que le confinement, c'est-à-dire que on s'arrêtait de sortir à partir de 17h. C'est un confinement, ce qu'on appelle un confinement partiel. Oui. Mais ça veut dire qu'il n'était pas interdit d'être dehors toute la journée. Les gosses qui sont dehors toute la journée, tout ce qu'on voit dans nos marchés, c'est pas bien, c'est pas interdit, il n'est pas sanctionné. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Elle est permise ou elle est interdite. Oui, merci Anis. Plutôt à l'affaire, pardon, hein. À l'affaire, Marielle, c'est... Non, il disait que c'était à l'affaire. Pour rappeler justement à Hind Jenhia qui me dit que c'est Anis. Il a rappelé que c'était bien l'affaire. Oui, l'affaire qui nous appelait de Béjaïa. Merci à l'affaire pour votre question. Nous répondrons dans un petit moment. Avant de répondre à ces questions, moi je voudrais revenir un petit peu sur la chloroquine. Aujourd'hui, justement, de par le monde, on revient un petit peu sur l'utilisation de la chloroquine. L'OMS justement freine un petit peu les essais et dit qu'aujourd'hui il fallait temporiser et que pour certains pays ils arrêtaient catégoriquement l'utilisation de la chloroquine parce qu'ils attendaient un petit peu les résultats des essais. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Mahiaoui, par rapport à l'Algérie? Effectivement, c'est un sujet d'actualité très brûlant parce que en fait, après 5 ou 6 mois d'évolution de la pandémie Covid-19, il y a quelques jours, l'OMS annonce très tard dans la nuit qu'elle gèle pratiquement, elle a suspendu tous les essais cliniques. Il y en a eu une centaine d'essais cliniques, dont 12 publiés, la grosse étude du Lancet et les études du professeur Raoult à Marseille, en Équateur, au Brésil. Il y a beaucoup de contradictions dans cette organisation, excusez-moi de le dire, professeur Mahiaoui. Alors l'OMS qui dit avant qu'il fallait pas porter de masque, qu'il fallait que c'est le masque qui était justement destiné que pour les personnes malades, elle revient sur cette décision pour dire aujourd'hui que les masques étaient obligatoires pour tous. Ensuite, on revient sur la chloroquine qui avait donné d'excellents résultats. On se rétracte aujourd'hui pour dire que on gèle justement l'utilisation et les essais, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Donc, bien entendu, on a vu les contradictions sur les moyens de transport aérien, le port de masque, 4 ou 5 points au début étaient valables, maintenant ils sont plus valables, etc. Bon, l'Organisation mondiale de la santé, on va pas en faire son procès aujourd'hui. Non. On constate, juste par rapport à l'utilisation, plus de 30 pays, je crois 36 pays ont adopté le protocole, d'autres pays l'ont boudé. Ouais. L'Algérie est parmi les pays qui a été pionnière dans l'installation de ce protocole, bien entendu, moyennant... Qui en est satisfaite aujourd'hui. Qui moyennant, bien entendu, une contrôle strict et une sécurité stricte pour nos patients, en évitant toutes les complications en milieu hospitalier, le CG avant, pendant, après, le contrôle, les bilans biologiques, etc. On s'est assuré on savait qu'un jour, au moment où on allait nous poser la question, est-ce que la chloroquine provoque des arrêts cardiaques, des troubles du rythme, etc. Donc nous, on s'est préparé, on a fait ça dans un cadre très safe et éventuellement très sécurisant pour nos patients, en observant éventuellement les résultats chez nos patients. C'est-à-dire qu'on a peur en fait des retombées, des effets justement secondaires, on va dire. Mais
qu'est-ce qu'on en sait, nous, par rapport... On dit que c'est vrai que la chloroquine a donné de bons résultats, mais est-ce qu'on n'aurait pas peur, justement, pour les retombées et les effets secondaires avec le temps, professeur Mahiaoui? Non, l'hydroxychloroquine est connu, c'est un médicament qui voilà, existe qui a depuis déjà 60 été ans, utilisé, qui est prescrit par millions de comprimés par an. Il est prescrit dans le lupus, la polyarthrite. Oui. Il fait partie de la liste il fait partie des médicaments sur la liste des médicaments de l'OMS. À jamais on a parlé de problèmes dans l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous pensez pas de lobby, justement? Effectivement, on peut analyser la situation, on peut avoir la pression de lobbying de certains labos, de certains chercheurs qui... Parce que ça coûte pas très cher. Ça coûte de 2 € la boîte, 400 dinars en Algérie, et on la met en compétition avec des produits qui coûtent quand même très cher, et qui sont pas à la portée de beaucoup de pays. Donc voilà. Qui est produite en Algérie. Qui est produite en Algérie. Au début de la crise, il y avait plus de chloroquine sur le marché. Les États-Unis ont acheté des millions de tonnes de chloroquine. Oui, en plus elle est utilisée en milieu sécurisé, dans les hôpitaux. L'Inde, elle a interdit l'exportation. C'était le seul pays qui produit la matière première. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et là, il est vraiment trop tôt pour faire un bilan ou faire des études pour voir est-ce que la chloroquine est bonne. On laisse la parenthèse ouverte. Rien maintenant à inviter les gens à faire des véritables essais cliniques et des véritables observations pour dire quels sont les effets de cette chloroquine sur les... Néanmoins, beaucoup de médecins, beaucoup de pays qui travaillent avec les malades ont remarqué que cette hydroxychloroquine instaurée à temps dans le Covid-19 juste au début de la maladie donnait de bons résultats. Maintenant, restons prudents quand même, ne tirons aucune conclusion, ne portant pas un œil critique, parce que actuellement tout le monde est reviewer, tout le monde est expert, tout le monde fait des lectures critiques d'articles, etc. Et on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que ça cache. Oui, et puis il faut pas trop écouter et voir sur Internet justement toutes ces études qui sont publiées, parce que une étude est publiée aujourd'hui, une autre étude vient justement contredire. Voilà, contredire. Ça veut pas dire qu'on a vu une étude sur Internet, il faut peut-être le dire aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, que forcément c'est une étude fiable. Non, on le sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre les choses avec les pincettes, et se dire que il faut prendre du recul et quand même, il y a aujourd'hui des personnes qui sont, même professeur Raoul a été contesté, bien qu'il soit professeur, chef de service, il a vraiment utilisé la chloroquine et pour lui, il est catégorique. Mais il est aussi contesté dans beaucoup de pays. Mais c'est inconcevable qu'il le soit. Oui, Monsieur Alem. Je voulais rebondir parce que nous, en tant que consommateurs, nous tirons beaucoup d'enseignements de cette crise parce que nombre de nos recommandations sanitaires, nous les tirons donc de l'Organisation mondiale de la santé, qui jusqu'à présent, on le croyait sereinement et légitimement que c'était une organisation respectable qui gérait. Or, elle se retrouve actuellement gérée par la crise, et c'est pas elle qui gère la crise, ni avant, ni pendant, ni je pense après, parce qu'il y aura certainement... Elle perd un petit peu de sa crédibilité, pensez-vous? Oui, parce que chez le consommateur, ça restait la référence. Pourquoi? Cette indépendance vis-à-vis des politiques et des grands laboratoires et des lobbies. Parce qu'il y a un enjeu mondial en termes de consommation de médicaments, c'est des milliards et des milliards. Il y a une proéminence de certains labos, de lobbies déclarés, non déclarés, sous-jacents, etc., de pays, de conglomérats. Et c'est le consommateur, c'est le patient, c'est le malade qui tire, le dindon de la farce, on va le dire entre guillemets. Je m'excuse de l'expression. Mais toute sa crédibilité a été mise en jeu. Et je pense que nous, on va prendre nos distances par rapport aux recommandations dorénavant. Parce qu'en l'état des choses, ça d'une part par rapport à l'OMS. Deuxièmement, ce qui est désolant, et c'est là où on voit qu'il n'y a pas un ordre mondial, mais un désordre. Et notamment, je m'excuse, entre les experts. Recherche, médecine, etc. Comment voulez-vous, quand on parle des médicaments, remettre en cause un expert? Il ne s'agit pas de la même notion. Remettre en cause un professeur comme Raoult, au lieu de remettre en cause un protocole. Ça, d'un. Deuxième contradiction, pourquoi s'attaquer à une personne alors qu'il y a des essais cliniques directs et que
J'ai lu dans The Lancet, c'est une étude statistique qui n'a rien à voir avec une étude clinique. Donc, les études ne sont pas similaires. Les résultats n'étant pas sur les mêmes bases. Oui, en attendant, de toute façon, il faut dire, oui. Moi, j'ai été chercheur, donc pas dans le domaine médical, mais je connais ce que c'est qu'un protocole de recherche, etc., comment analyser des données. Il y a une procédure, il y a un protocole. Il faut comparer le comparable. Et dans le cas présent, c'était pas comparable. Et là, je me dis que finalement, le médicament, le système médical international n'est pas si crédible que ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Et ce il y a beaucoup d'enjeux. Et ce que le consommateur attend des pouvoirs publics algériens, c'est de repenser toute la sphère sanitaire, nos hôpitaux, la prise en charge des malades. Il faut repenser notre système de compter sur soi dans tous les domaines, y compris productifs. C'est-à-dire, là, on se retrouve avec du pétrole, mais on peut pas le vendre parce qu'il y a, l'économie est arrêtée. Heureusement qu'on avait des stocks. Mais il faut aussi repenser le télétravail, repenser, par exemple, le téléenseignement. On peut pas faire du téléenseignement maintenant. Je m'excuse de faire cette parenthèse, de le dire, parce qu'il y a certains foyers qui ne sont pas dotés d'une accessibilité basique, minimale à l'Internet. Alors qu'elle doit être gratuite pour tous les foyers pour se préparer aux crises futures. Très bien, c'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Alem, mais bon, le temps nous presse, on va répondre. C'est une parenthèse, mais qui était indispensable. Eh ben oui, tout est intéressant, hein. De toute façon, on peut en parler pendant des heures, mais bon, il faut peut-être situer les priorités aujourd'hui pour dire, bon, on va commencer à répondre aux auditeurs qui nous ont rappelé tout à l'heure. Si vous permettez, pour le confinement tout à l'heure, beaucoup remettent en cause le confinement. Oui, justement, pour quelques individus, pour quelques groupes. On remet en cause un confinement qui est la première mesure de prévention majeure. C'est la première mesure majeure. On va la remettre en cause pour quelques individus au détriment d'une majorité. Tout à fait. Au détriment de la vie. Pour l'emploi, pour la quiétude sociale. Alors que c'est contradictoire. Est-ce qu'on remet en cause le confinement? Il s'agit de confinement, le problème est dans le confinement, ou le problème réside-t-il dans les quelques personnes qui ne respectent pas le confinement? Il ne faut pas faire l'amalgame. Oui, tout à fait. Professeur Mahiaoui, sur cette question justement, il y en a qui sont contre un petit peu ce confinement, qu'ils jugent aujourd'hui pas correct ou pas bien fait, on vous dit que c'est pas normal que toute la journée les personnes sortent et vont au marché, il y a une promiscuité, il y a aussi la distanciation qui n'est pas respectée, et après 17h on parle de confinement. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'artisans, de commerçants qui sont pénalisés parce qu'ils ne travaillent pas. Il faut les comprendre aussi, ces personnes qui sont à l'arrêt depuis 3 mois et qui vous disent on aurait pu quand même nous laisser travailler parce que toutes ces personnes qui sont dehors aussi, elles se baladent, elles vont faire des courses, elles vont voir des amis, et nous sommes là, on ne travaille pas alors qu'on peut bien le faire. Après 17h, on est chez soi. Effectivement, je salue les auditeurs, leurs cris d'alarme, leurs cris de sonnette rouge et leur angoisse, elle est pertinente, réelle et objective. Mais malheureusement, c'est pas le fait de confiner ou de ne pas confiner ou de sortir les patients. Rien ne m'empêche d'aller faire mes courses. Mais si quand je fais mes courses, je respecte les règles de distanciation, je me lave les mains, je porte le masque, etc., il n'y aura aucun problème. Le confinement est venu, comme j'ai édicté tout à l'heure, les trois paramètres pour endiguer la contagiosité. Le seul élément pour diminuer le R0, la contagiosité et la circulation du virus, c'est le confinement. Et bien entendu, comme l'a dit notre cher invité, le confinement n'est pas seul, il faut faire le confinement, porter le masque de façon obligatoire et réelle et objective. Actuellement, c'est une obligation. Respecter la distanciation dans les lieux fermés, les boutiques, les magasins, les supermarchés, et se laver les mains. Ça, c'est réel. On ne peut pas y penser. C'est même pas la peine de revenir là-dessus. Si on réunit pas tout ce lot d'arguments dont je parle, on ne pourra pas sortir de cette crise. Et éventuellement, tous ces éléments, elles ont un enjeu
comme vous avez très bien dit, il y a des pays qui ont privilégié la crise économique par rapport à la crise sanitaire. Il y a des gens qui sont capables de excusez-moi du terme, avec toute réserve, de laisser les choses évoluer à condition que l'économie reprenne. Oui. Il y a d'autres pays. Il y a des choix, voilà, oui. Il y a des choix à faire, oui. Notre choix en Algérie, c'est de protéger le citoyen. Tout à fait. Et d'éviter. Notre but principal, c'est de réduire la contagiosité et de diminuer, voire annuler à zéro le nombre de décès. Oui. C'est ça notre souci. Voilà. Et le cri d'alarme de ces auditeurs, c'est le cri d'alarme que nous on porte et qu'on essaye de réfléchir et de trouver des mesures et pousser les politiques à prendre des décisions. En ce qui concerne les commerces, pendant le mois de carême, tout a été édicté. Le port de masque obligatoire, interdiction pour les enfants de moins de 16 ans, les commerçants qui n'ont pas de masque ne doivent pas ouvrir, exercer, fermeture, etc., etc. Et ces trucs doivent être appliqués. Je suis désolé, mais ça doit être appliqué. Mais le fait que c'est pas appliqué, ça porte à confusion. Rien qu'à dire que quand on sort une loi, il faut qu'elle soit appliquée, sinon on la sort pas. Donc voilà. Donc c'est une question de discipline. Le président de la République a bien cité dans tous ses discours in débat. C'est ça ce qu'on demande à la population. Pas plus. Il faut pas prendre toutes ces mesures de précaution et pour éviter les décès des Algériens et des Algériennes. C'est pas une contrainte. Comme a dit monsieur le ministre de la Santé, c'est pas un châtiment de porter un masque. Il faut rester lucide. C'est une période à passer. Personne n'a pensé que le mois de carême allait passer sans grabus. Et le mois de carême est passé. Tout le monde était polarisé sur l'Aïd. L'Aïd est passé, mais il n'y a rien eu. Donc soyons un peu lucides, un peu calmes et un peu zen dans nos têtes pour continuer à nous protéger. Et j'espère qu'on va sortir rapidement. Et l'enjeu, c'est de faire repartir, bien entendu, la vie sociale, la vie économique, tout en contenant de façon efficace la propagation du virus avec lequel nous devrons apprendre à vivre pendant quelques mois. Le virus, c'est pas un phénomène on-off, on va apprendre à vivre. Vous me tendez la perche, justement, professeur Mahiaoui. Alors, je reviens un petit peu sur l'Organisation mondiale de la santé. Elle dit aussi des bonnes choses et elle est aussi crédible sur beaucoup de choses, quand elle dit aussi que il faut peut-être penser justement à vivre avec le virus. Absolument. On n'en sait rien. Absolument. Comme la grippe, ça peut être un compagnon de tous les jours. Et il est là, et on vit avec, et on doit s'y préparer justement. Effectivement, la préparation est faite. Ça fait 3 mois qu'on a le virus chez nous. On est devenu, il y a des gens qui sont, regardez les gens autour de nous. Le bord de masque est un réflexe, le gel dans la poche est un réflexe. Ouais. Quand on voit du monde quelque part, on n'y va pas. Quand quelqu'un vient nous parler sans masque, on se retient. Je veux dire qu'on a commencé quand même l'Algérien, il va y avoir un après-Covid. Je suis sûr et certain que même si on ouvre quelques commerces, quelques trucs, les gens seront réticents à aller au restaurant ou aller à l'école ou au stade ou faire du sport. Donc il faut se préparer, il faut s'accoutumer, apprendre à gérer la crise et à vivre avec le virus. Justement, la dame qui nous a appelé tout à l'heure et qui avait parlé des supérettes, où elle a vu quand même que les gens étaient nombreux là-bas, justement, je vais vous donner la parole aussi à l'âme par rapport à ça. Il y avait promiscuité et puis elle avait dit que moi quand même je dis que il y en a beaucoup qui respectent. Oui. Moi je pense que aujourd'hui il y a des commerçants qui vous demandent de rentrer par deux, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde et dans certains lieux. Monsieur Alem, vous qui représentez l'association de protection du consommateur. Je vais citer 2 cas. D'abord, rapidement. Nous on a tendance à se focaliser sur les mauvais exemples. On est choqué et on généralise. Oui. C'est un peu l'effet de choc. Et puis on se dit, regardez ceci, sans oublier qu'il y a beaucoup de supérettes qui respectent. Tout à fait. On l'a observé. On l'a observé avec des gants. On l'a observé. Le nombre à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas confinement et regroupement. Oui. Et il y a la distance, il y a des marqueurs au sol, on respecte à la caisse, etc., etc. Maintenant, il y a toujours de mauvais exemples. Mais il ne faut pas se focaliser. Il faut qu'on parle qu'il y a de bons exemples que les autres doivent suivre. Ça, d'une part. D'autre part, madame, il y a eu une expérience, nous, en termes de sensibilisation. On est allé voir les commerçants, les supérettes avant. Même l'ouverture, parce qu'il y a eu une ouverture des commerces, souvenez-vous-en. Oui. Et on a dit aux commerçants, attention, il y a eu un arrêt, puis réouverture, donc vous allez de nouveau être permis pour l'activité. Très bien. Mais faites attention, il y a un risque de retour de manivelle.
Ils n'ont pas eux-mêmes respecté, madame. Ils ont toléré, beaucoup de clients à l'intérieur. Les services de commerce, nous-mêmes, et les services de sécurité avons constaté que ces commerçants n'avaient pas respecté. Il y a eu un retour de fermeture des commerces. Donc la réouverture n'avait pas servi d'exemple, d'exemple à suivre. Donc il y a eu de nouveau interdictions. Mais maintenant, madame, ce que nous reprochons, nous, comme association, c'est qu'il faut maintenant aller vers les supérettes et supermarchés où ils ne respectent pas, fermer sélectivement. Tout à fait. Sanctionner sélectivement et non pas collectivement. Avec le côté répressif. C'est ce que nous avons réclamé au pouvoir public. Pas celui qui ne respecte pas, fermez-lui. Très bien. Son commerce. Pas tout le monde. Il faut pas que tout le monde paye pour les mauvais exemples. La minorité. Voilà. Nous allons répondre à l'affaire qui avait parlé. C'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais on va dire un mot sur le déconfinement. Est-ce qu'on va le faire justement? Est-ce qu'il y a un programme d'action ou on le fait comme ça du jour au lendemain? Je pense que le professeur Mahiaoui. Comme le confinement qui a commencé à Blida et puis il s'est étendu pratiquement dans tout le pays, ça va être la même chose, l'effet inverse. Ça va être graduel par rapport aux régions, par rapport aux wilayas, par rapport à certains commerces à risque. Bien entendu, les écoles, c'est les premiers à être fermés, les derniers à être réouverts, les restaurants, etc. Donc ça va se faire graduellement sur des paramètres et sur des indicateurs bien précis, scientifiques bien précis, bien entendu, les wilayas. Et quand la personne qui a parlé de quartier, bien entendu, ce qui a sauvé un peu la situation, c'est qu'on a fermé les frontières entre les wilayas. Voilà. Il n'y a plus de déplacement. Tout le monde sait que l'économie est basée sur les transports. Et on sait très bien que à l'intérieur du pays, même dans les wilayas les plus lointaines au sud, ils ont été contaminés par les gens du nord. Donc la situation à l'époque prévoyait et on a fermé les frontières pour éviter la circulation entre les... Et ça a sauvé la situation. Voilà, dans l'effet d'endiguement. Et bien entendu, le lever ou l'allègement ou le déconfinement va obéir à des règles. Oui, allez-y. Va obéir à des règles bien précises il faut être graduel dans toutes les décisions. Est-ce qu'il y a des décisions qui sont proposées aujourd'hui? Est-ce que vous, en tant que membre du comité scientifique, vous pensez peut-être à des propositions aujourd'hui que vous émettez au Conseil? Bien sûr, on a déjà penser au plan de déconfinement, on a déjà travaillé dessus, on a tout un manifeste avec les moyens, les marqueurs, les indicateurs et les orientations qu'on mettra à temps utile à disposition des autorités. Moi, je pense que c'est pas l'actualité aujourd'hui. Non. On va attendre que le confinement. Voilà, absolument. Voilà. Il faut d'abord respecter le confinement, sortir de cette crise. Monsieur Alem, un dernier mot par rapport à ça. Il y a d'abord un élément d'échelle. Il faut déconfiner par échelle, par zone. Donc il faut respecter ça. Puis il faut développer les moyens de prévention et de détection, les tests. Nous manquons beaucoup de tests à grande échelle. Maintenant, je pense ça, c'est important. Oui, mais il faut généraliser, il faut systématiser ces dépistages. Et il faut aussi insister sur le mesure, justement. Et il faut conserver les bons gestes que nous avons acquis. Par exemple, le port de bavette, la distanciation. Justement, revenez sur ça, professeur Mahiaoui. Alors, moi, là, je pense qu'on a bientôt fini. Moi, je pense que le message du jour, si on doit sortir, reprendre une vie normale, reprendre la vie normale avec nos amis, nos parents en Algérie, etc., il faut tout d'abord respecter de façon drastique. Si je vois que toute l'Algérie porte un masque dans les lieux publics, dehors dans la rue, là je serai content et je suis sûr qu'on va s'en sortir. Et vous êtes optimiste, professeur. Je suis très optimiste. Et la première mesure de déconfinement, c'est justement le report de l'école. La rentrée de l'école est une des premières mesures de déconfinement, septembre et octobre. Très bien. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. Professeur Mahiaoui Riyad, chef de service réanimation CNMS, membre du comité scientifique. Monsieur Alem Kamel, qui est secrétaire général de l'association du protection du consommateur. Cette émission a été réalisée par Hind Djenhiya. Célia Labou vous accompagne au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi prochain, même heure, même station et la même impression. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Le thème de la semaine prochaine tournera autour de ça, justement le coronavirus, peut-être les mesures, comment déconfiner avec le temps. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.